je me considère comme très privilégié de pouvoir intervenir en 4e après toutes les contributions très intéressantes que j'ai pu entendre déjà depuis ce matin, qui sont vraiment de très grande qualité. Donc, donc je m'appelle Thomas, je suis psychiatre, pédopsychiatre, en tout cas j'exerce comme tel à l'hôpital de Blois. Hôpital public, en tant que médecin, psychiatre. Donc j'ai des fonctions de clinicien, je rencontre des patients et puis des enfants, des ados, principalement dans un contexte d'urgence et d'hospitalisation. C'est vraiment le poste auquel j'ai été affecté quand je suis arrivé dans le service en 2019. C'est là que je suis encore aujourd'hui, même si j'ai été amené quand même à élargir le champ de mes interventions. Et désormais, je vois aussi des enfants ou des adolescents dans un contexte plus de suivi. Voilà pour la dimension clinique. Et puis, en effet, la dimension institutionnelle, elle s'est rajoutée depuis maintenant 4 ans où j'ai assez rapidement pris des fonctions de chef de service qui m'amènent donc à représenter l'équipe médicale et puis le service dans son ensemble auprès des instances de l'établissement, je dirais, et puis de nos partenaires aussi extérieurs. Voilà. Donc peut-être j'ai quelques considérations préliminaires qui seraient on a fait beaucoup référence, il y a un mot que j'aime bien qui m'est venu en travaillant là, c'est celui de Zeitgeist. C'est un mot allemand qui décrit l'esprit du temps. Il me semble que c'est un mot peut-être aussi qui circule à la Borde, je sais pas. En tout cas, non, c'est au Brésil beaucoup. Au Brésil beaucoup. En tout cas, Zeitgeist. Ouais. Et disons que pour moi, il était rattaché à la Borde. Moi, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'aurais pu dire ça aussi, c'est que je suis arrivé dans le département du Loir-et-Cher en 2014 pour faire un stage d'externat à un moment où je faisais une année sabbatique, une année de césure au milieu de mon externat de médecine, puisque moi j'ai un père médecin et une famille qui m'indiquait qu'il était bon de faire des études. Et après avoir fait quelques détours, j'en ai pris mon parti de faire des études et donc je suis entré en médecine. Néanmoins, je pensais que ça s'arrêtait, que la difficulté s'arrêtait à la première année, et puis en fait première, deuxième, troisième, quatrième. Donc j'ai fait une année de césure à un moment quand même où je me posais des questions sur la suite. Et ça m'a permis notamment d'aller faire un séjour à l'étranger qui a été très fructueux parce que j'ai vécu dans une famille au Burkina Faso pendant 3 mois et c'était assez remarquable comme expérience. J'en garde vraiment des enseignements qui me traversent encore au quotidien et des liens aussi avec quelques amis là-bas. Une famille africaine. Ouais, c'est ça. Et donc c'est dans la suite de cette expérience-là que je suis arrivé à la Borde où j'ai fait un stage de 2 mois et puis ensuite je suis revenu pour travailler l'été comme infirmier et puis après je suis reprendre mes études de médecine quand même. Mais je dirais que c'était vraiment fondateur pour moi parce que c'était la première fois que je mettais les pieds en psychiatrie. Si j'avais eu des contacts avec la psychiatrie, c'était plutôt dans le cadre familial ou extra-familial, mais intime, je dirais, du voisinage, des histoires de village. Pas dans le cadre de mon cursus, j'avais jamais mis les pieds en psychiatrie et donc j'ai eu la chance de faire cette première expérience dans un lieu psychiatrique à la clinique de la Borde, ce qui a été assez déterminant pour la suite pour moi puisque j'ai mis un petit peu de temps avant de rentrer dans un service plus classique dans lequel notamment je me souviens très bien la première fois que j'ai vu ce que c'était qu'une chambre d'isolement en psychiatrie, ça m'a beaucoup marqué, impressionné, je me suis dit mais qu'est-ce donc que cela? Et je crois que c'est une chance de pouvoir avoir connu autre chose avant de rencontrer cet aspect-là de la psychiatrie. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Voilà, donc cette question du Zeitgeist, en tout cas, hier en écrivant, me faisait penser à tout ce qui pourrait nous traverser un soir de fête de la musique, 21 juin 2025. Il faisait très très chaud, c'était très très bruyant et il y avait une sorte de ferveur dans la ville que j'ai rarement vue. Lorsque je me suis promené hier, j'étais impressionné par la densité de la foule et la difficulté à se frayer un chemin et je sentais une forme de tension qui n'était pas sans m'évoquer quelque chose aussi du climat sociopolitique dans lequel on vit depuis
quand même, je ne saurais même pas situer depuis quand, mais en tout cas aujourd'hui, ce matin, en se levant, en lisant les journaux, hier, il y a quelque chose quand même d'assez irrespirable, que ce soit les considérations climatiques, écologiques, que ce soit la guerre, que ce soit principalement ça d'ailleurs, la violence, les questions aussi de migration qui sont vraiment très très présentes, les inégalités. Enfin, tout ça dessine un paysage dans lequel on habite et qui détermine la clinique qu'on pourra exercer. Un autre élément qui me paraissait important en termes de considération préliminaire, c'est une phrase que j'aime beaucoup, que moi j'attribue à quelque chose de romantique, qui serait rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et je crois que cette phrase qui me traverse assez régulièrement, elle compte beaucoup aussi dans la façon dont je peux rencontrer mes patients et travailler. Donc le propos là que je voulais développer, c'était de vous raconter un petit peu finalement quel est mon métier, enfin la façon dont je l'exerce, et puis qui sont mes patients. Justement, pour continuer à situer d'où je vous parle, j'avais envie de vous lire quelques strophes d'un poème qui m'est cher, qui s'appelle Le Voyage de Baudelaire et qui date de 1861. Et qui commence, je vous lirai pas le début, je vous lirai juste une strophe, c'est donc un matin nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancune et de désirs amers, et nous allons, suivant le rythme de la lame, berçant notre infini sur le fini des mers. C'est vraiment quelque chose pour moi qui raconte beaucoup, dans une lecture très idiote, à la Dostoïevski, c'est-à-dire l'idiot qui a son champ lexical propre et son champ de signifiants qui sont parfois difficilement communicables. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me vient peut-être d'un paysage familial, ce poème, et puis qui me relie aussi à mes fonctions de père, de mari, d'époux, et tout ça, ça me paraît très important, de frère, puisque c'est quand même un des thèmes autour desquels on a beaucoup tourné aujourd'hui. Par exemple, moi je suis le fils aîné de mes parents, donc j'ai 2 petits frères et une petite sœur, et j'ai souvent un écho qui me revient d'une collègue et amie qui disait qu'elle aussi était sœur aînée et qu'elle avait le sentiment que dans sa fonction de pédopsychiatre, il y avait quelque chose qui venait sans cesse se remettre au travail de la culpabilité qui pouvait avoir été la sienne, d'avoir été la grande sœur qui avait, admettons, des désirs de mort pour ceux qui sont arrivés après, on pourra dire. Comme Goethe. Comme Goethe, c'est ça. Qui balance les assiettes par la fenêtre. Donc, peut-être en premier lieu, donc il y avait en effet cette question de donc oui, époux, père, fils, frère, tout ça, c'est quand même un tas de choses qui me déterminent et qui sont assez présentes constamment. Et alors c'est un vrai travail de faire la part des choses. Jour après jour. Et d'ailleurs, Jean-Louis, que j'ai eu la chance de rencontrer très brièvement, parce que je suis arrivé en avril 2014 à la clinique de la Borde pour y faire mon stage. Et alors, je me souviens que ça m'avait vraiment marqué parce qu'il avait dit que lui, tous les matins, quand il se réveillait, il faisait sa petite gymnastique, mais pas la petite gymnastique en mode pilates ou stretching qu'on pourrait faire le matin. Non, c'était une gymnastique psychique à laquelle il se référait, qui était de finalement se remettre à niveau à peu près par rapport aux différentes aliénations qui pourraient être les nôtres, et puis de se remettre d'aplomb quelque part. Enfin, moi, je l'ai entendu comme ça, en tout cas, ce qu'il a dit à l'époque. Donc en introduction, je m'étais attaché à vous parler de divaguer. Pourquoi divaguer? Puisque finalement le titre que je proposais, c'était divagation psychanalytique aujourd'hui, interdire la violence dans la relation de soins. Sachant que interdire, j'ai proposé ce mot suite à la conférence qu'on a organisée récemment avec la participation du professeur Roussel, qui a conclu la journée en disant que selon lui, on devrait interdire la violence. Et je vous en dirai un petit peu plus, mais c'est vrai que interdire, j'ai vu le tirer entre inter et dire, et finalement comment on peut nommer la violence plutôt que de l'agir, parler pour ne pas passer à l'acte. C'est ça dont il me semblait important de pouvoir parler aujourd'hui. Donc divaguer, c'est s'écarter de ce à quoi on devrait s'attacher. J'ai trouvé ça dans le dictionnaire, mais alors que faire si ce à quoi on croit devoir s'attacher est insuffisant pour rendre compte de la complexité psychique d'une personne? Que faire de ce qui déborde?
de ce qui excède les diagnostics et les classifications psychiatriques. Donc c'est un point de départ, en effet, comment penser en psychiatrie un peu au-delà du DSM, des classifications assez pauvres qui nous sont proposées aujourd'hui comme repères référentiels, qui sont largement insuffisantes pour penser la clinique à laquelle on est confronté. Et il y a aussi la question de ce qui déborde, comment on l'accueille et comment on y donne forme collectivement. C'est quelque chose qui m'importe. Donc, avec la psychanalyse, il me semble que divaguer, ce n'est pas fuir, mais ce n'est pas éviter. Le mot d'éviter, il revient plus tard. C'est un mot qui me vient parfois. Mais justement, là, il s'agirait plutôt d'aller vers, de se confronter aux questions, mais pour ouvrir un chemin de pensée qui, jusque-là, était inexistant, inconnu. Donc, ménager un espace pour accueillir ce qui n'a pas sa place ailleurs, accepter l'inconscient et la complexité. Donc, c'est cette proposition-là qui me guide au quotidien à l'hôpital. Donc céder de la psychanalyse comme une approche non dogmatique. Par rapport à ça, j'avais lu avec un groupe d'amis le livre de Laurie Lofer qui s'appelle Pour une psychanalyse émancipée ou quelque chose comme ça. On peut le retrouver, Laurie Lofer, je crois que c'est ça, Pour une psychanalyse émancipée, qui m'avait en tout cas aidé par rapport à cette question justement, comme on le disait tout à l'heure, de quel est l'objet de la psychanalyse. Ce n'est certainement pas d'être une grille de lecture du monde et des faits sociaux. Moi, je me sentirais pas en tant que psychanalyste à une place de donner mon avis sur ce qui se passe dans le monde. C'est pas ça. C'est plutôt et avant tout un outil qui est support à la rencontre avec mes patients et à une tentative de leur amener quelque chose d'un cheminement en lien avec les contenus intrapsychiques qui sont les leurs, en lien aussi avec ses rapports avec son entourage, le tissu conjonctif autour de lui. Donc ça implique donc de travailler avec son propre inconscient, et travailler avec son propre inconscient, c'est s'exposer, s'impliquer. Je voulais vous dire un mot de la clinique, le réel de la clinique et les impasses auxquelles on est confronté dans le soin. Un premier cas, c'était celui donc des scarifications et de la douleur existentielle sans mots pour la dire. Une adolescente me dit: quand je me blesse, donc, avec une lame, avec ses ongles, je n'ai pas tellement mal. Même, ça me soulage de ma douleur morale insoutenable. Ça réinscrit dans mon corps, dans un endroit localisable, la douleur existentielle, intime, qui envahissait tout l'instant d'avant. La douleur psychique, donc, peut se localiser quelque part dans le corps. Là, au moins, on peut la voir ou la dissimuler, la nommer ou la taire. En tout cas, elle s'inscrit. On retrouve une origine à la douleur. Elle peut redevenir un objet de transaction, de jeu. Elle gagne en sens. Pour cette adolescente, l'attaque du corps est une modalité d'expression qui se passe de mots. Et comment faisons-nous avec cela, à partir de là, en tant que soignant et en tant qu'écoutant? Quelle est notre grille d'interprétation et qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Une autre situation, c'est l'aphagie et l'impasse institutionnelle. Une adolescente est hospitalisée pour aphagie dans un service de médecine. Les médecins posent une sonde d'alimentation nasogastrique. Ils font leur travail de sauvetage somatique. Mais ensuite, comment enlever la sonde après avoir entrevu un réel psychique effrayant? Une fois qu'on a mis la sonde, une fois qu'on a mis la nutrition, une fois que le poids remonte, une fois que les calories passent, comment on fait pour tenir compte de ce que l'on entrevoit d'une réalité psychique qui nous dépasse, qui nous fait violence, qui nous fait peur, qui nous inquiète? Les professionnels sont sidérés par le père, qu'ils vont décrire comme toxique. Cette jeune fille, cette jeune patiente, elle lit un livre qui s'appelle La bicyclette bleue,
Lorsqu'elle m'en parle, elle me raconte une scène qui l'a impressionnée, qui est celle de Oradour-sur-Glane, et elle me raconte le voyage qu'elle y a fait avec sa famille et le souvenir qu'elle en a. Et elle me dit que c'était très angoissant pour elle, le silence et l'ambiance du lieu. Et elle dit qu'elle n'est même pas rentrée d'ailleurs dans les lieux, qu'elle est restée à distance et qu'ensuite elle a fait des insomnies et que le souvenir reste pour elle très très marquant. Une mémoire traumatique ressurgit. La pathologie des liens s'exprime au risque d'altérer le discernement des soignants que nous sommes. Devons-nous prolonger l'hospitalisation, la transférer vers une clinique spécialisée ou autoriser le retour au domicile? Quelle place pour le soin psychique dans notre dispositif? Ces deux rencontres dans le cadre du soin m'amènent à poser des questions. Comment accueillir en soi quelque chose du monstrueux? Comment reconnaître un frère dans celui qui fait horreur? Comment apprivoiser la violence, celle du monde, celle en chacun de nous? Par rapport au transfert, donc j'ai une citation que je vous lirai d'un article que j'ai lu qui s'appelle de la nécessité du négatif dans le transfert. Et donc c'est quelqu'un qui s'appelle Marc Léopold Lévy, et je voulais vous parler un peu de transfert. Donc si en tant qu'analyste vous soutenez votre désir en acceptant toutes les conséquences, vous ôtez au patient un lourd poids parce que vous ne lui laissez pas l'impression qu'il est tout pour vous. Cela ouvrira pour le patient une voie d'accès à son propre désir, car il pourra accepter d'en payer le juste prix. Alors ce qui me paraissait notable, c'était ne lui laissez pas l'impression qu'il est tout pour vous, qui m'évoquait beaucoup, et j'y viendrai ensuite, ce que je peux voir chez certains parents dans leur rapport avec leurs adolescents. Donc le transfert est central dans ma pratique et je me considère comme un passeur qui pourra dans le transfert proposer une analyse de ce qui fait contradiction, souffrance, butée pour le patient. Et donc à partir du moment où on accepte de travailler avec le transfert, ça implique aussi d'accepter d'en subir les effets en tant que son tenant lieu. Et ça, c'est aussi Marc Léopold Lévy qui le dit. Et ça me paraît absolument important de le redire. C'est-à-dire que lui, il insiste pour dire on n'interprète pas le transfert, on interprète dans le transfert. Bon, c'est peut-être important en fait de voir que la différence, c'est par exemple qu'on n'ira pas interpréter son complexe d'Oedipe en direct à un patient en lui disant ça c'est votre Oedipe, ça. C'est parce que vous voulez coucher avec votre mère, qui serait une caricature assez grossière de la psychanalyse. La suite, là, je l'ai intitulé Hospitalité aux démons en écho à ce bouquin, qui est L'hospitalité aux démons de Constantin Alexandrakis. Je vous en parle aussi parce que c'est une façon de vous parler de ce groupe dont je fais partie. Je fais partie de plusieurs groupes qui me soutiennent beaucoup au quotidien, qui sont des sous-sols quelque part. D'ailleurs, le bouquin qu'on a lu, je l'ai pas ramené finalement. Le bouquin que tu avais ce matin, c'est Adèle Lyon. Oui, c'est ça. Et c'est aux éditions du Sous-sol qui a été publié. Ça me faisait rire. Ouais, c'est joli comme nom. Ouais. Et ça fait le genre de Dostoïevski aussi. Tout à fait. Et donc on a notamment un groupe de copains psy qui faisons la psychiatrie du sous-sol, donc on se parle beaucoup, et puis un groupe aussi de collègues blésois psychanalystes avec qui on se retrouve mensuellement pour lire, et donc on a lu ce bouquin ensemble, ouais c'est ça. Et donc dans ce livre qui a été publié en 2025, l'auteur explore quelque chose de son histoire intime, la confrontation à une certaine forme d'horreur par rapport à ce qu'il a vécu étant enfant, adolescent, et qu'il revit au moment où il devient père et où il a un petit bébé à s'occuper, et toutes les difficultés auxquelles il va se trouver confronté à ce moment-là.
Et il cite Ferenczi, et c'est ça que je voulais ressortir là, c'est cette citation qui vient de La confusion des langues entre les adultes et l'enfant, qui dit la peur devant un adulte désinhibé transforme, pour ainsi dire, l'enfant en psychiatre. Je crois que c'était une jolie définition du métier de psychiatre, certes discutable et pas tout à fait totale, mais intéressante. Donc chercher du sens à l'histoire traumatique que me lèguent mes parents, c'est-à-dire la dette qu'ils n'ont pas élaborée. Ça me semble être une question qui traverse de nombreux patients que je rencontre. Une patiente de 15 ans est amenée pour idée suicidaire après une rupture amoureuse avec un jeune homme plus âgé qu'elle qui était surveillant dans son lycée. Elle me dit « Il était comme mon père. Il y a un climat familial incestuel, les limites sont peu définies. Le père, la mère, la belle-mère, où chacun a une histoire extrêmement douloureuse et avec un retentissement très très fort sur cette adolescente. Elle a un frère et une sœur aînée, elle est la petite dernière. Et elle me dit « J'ai déjà assez à faire pour prendre soin de moi, ils n'ont qu'à se débrouiller. » Elle refuse tous les soins institutionnels qui lui sont proposés. Elle vient au nom d'un autre, c'est-à-dire que chaque fois qu'elle vient me voir, c'est pour me demander des conseils pour quelqu'un d'autre. J'ai quand même le sentiment qu'elle vient me voir pour m'amener son père, beaucoup, mais parfois c'est pour demander des conseils aussi pour une amie. Et donc elle refuse à peu près tout, sauf des consultations de loin en loin où je la reçois et où on discute. En collègue. Comment ? Tu la reçois en collègue. Comme elle vient, ouais, elle se pourrait dire ça, présente ouais. comme psychiatre. C'est une vraie question, exactement. Une autre de 15 ans, c'est surtout des filles, mes patientes. Hein. Les adolescentes, nos chiffres que j'ai étudiés, ils disent qu'on a 70% de filles autour de cet âge-là, de 12-18 ans, c'est des filles. De 15 ans, elle est hospitalisée pour une tentative de suicide grave et répétée, c'est pas la première. Elle convoque autour d'elle ses parents et elle rejoue l'histoire du grand-père qui s'est lui-même tué il y a peu d'années. Elle a une présentation très infantile. Elle est comme hébétée, lente, présente, absente, avec son nounours dans les bras, en contraste avec l'effrayante insistance de ses graves mises en danger, comme si ce n'était pas elle, comme si de rien. Paul-Claude Racamier a souligné que l'incestualité désignait un climat familial dans lequel l'enfant est amené contre son gré, mais par une violence encore plus pernicieuse que dans l'inceste, à satisfaire le désir de ses parents au prix de sa propre subjectivation. Et donc là, j'ai sorti ça d'un article de 2018 de Jean-Pierre Pinel qui poursuit en décrivant l'hypothèse d'une incestualité qui est issue d'une défense partagée par la famille, le groupe, contre un effondrement catastrophique hérité mais non symbolisé. Je me suis beaucoup appuyé sur cet article de Pinel pour préparer notre rencontre. C'est un article que j'avais lu déjà au moment où il est sorti, je pense, et qui m'avait vraiment beaucoup marqué. Et je l'avais contacté d'ailleurs après ça, on avait échangé un petit peu. Donc l'enfant trahi, la collègue qui vient me voir, elle est assignée à une place impossible et elle devient ce psychiatre pour l'adulte défaillant. Et c'est aussi ce qui est décrit dans un autre livre donc, qui s'appelle Le drame de l'enfant doué, qui est écrit par Alice Miller, qui est un tout petit livre, qui est vraiment super. Et aussi par Philippe Rey-Faber, alors je l'ai ramené son bouquin qui s'appelle Comme si de rien. Et il est vraiment remarquable ce livre. Et notamment, il y a de très beaux passages. Et il décrit très bien cette place de l'enfant que moi je dirais sacrifié face à la douleur de ses parents, hein, qui sont du coup plus en place de pouvoir être les témoins auprès de lui face à ces expériences de subjectivation. Donc cet enfant-là, il est aussi sommé de devenir le thérapon, le second au combat de son parent, son auxiliaire. Et donc là, ça, je l'ai emprunté à Françoise Davoine, dont on a lu ce bouquin-là aussi avec
avec mes amis. Et il est assez chouette pour cette question aussi de... Elle parle de Don Quichotte et de Sancho Panza, qui est son auxiliaire, quoi, hein, son assistant. Et c'est à partir notamment de ce couple-là qu'elle définit ce concept du thérapon, du second au combat. Et elle nous fait, nous, psychiatres, psychanalystes, auxiliaires de nos patients, ce qui pourrait se rapprocher du témoin, tel qu'il est décrit aussi par Ray Faber. Donc, comment faisons-nous, cliniciens, face à ces traumas non symbolisés? Comment pouvons-nous soigner la dissociation qui est présente chez nos patients, les passages à l'acte très violents, les vécus archaïques très très angoissants auxquels sont confrontés les patients, et donc cette violence brute qui nous confronte à nos propres abîmes, nous les professionnels aussi. Comment faire? Alors, il y a décaler, ne pas coller à ce que l'on croit comprendre. Donc là, j'ai ramené une citation de Houzel dans ce bouquin-là qu'on a travaillé pour la conférence qu'on a organisée là le 26, auquel tu nous as fait l'amitié de venir, qui était vraiment une super conférence. Et il cite Bion dit que le psychanalyste doit être sans souvenir, sans désir et sans compréhension. Et il vise spécifiquement le désir de guérir. Ça me semble à mettre en lien avec une autre citation de Jean-Claude Pollack, qui est donc un psychiatre qui a travaillé à la clinique de Laborde, dans Laborde ou le droit à la folie, qui est un ouvrage qui a été publié il y a plus de 20 ans déjà. Et il dit qu'il ne faut pas trop prendre au sérieux ni sa propre folie, ni celle de l'autre. Moi j'en ai une interprétation assez impressionniste de cette citation, mais qui me semble en tout cas nous indiquer que il faut pouvoir s'arracher à la sidération ou à la fascination morbide qui pourrait être la nôtre face à la violence, et il faut pouvoir aussi se décaler et s'extraire d'un fantasme de restauration de l'enfant blessé. Et ça fait aussi référence donc à la furor sanandi, qui était décrite par Freud comme la fureur de guérir, c'est-à-dire prétendre réussir là où tout un environnement a échoué à comprendre et à aider un enfant en grande difficulté au sein d'une famille et d'une société. Il semble que ça se rapporte au savoir-être qui est nécessaire pour exercer en tant que psychanalyste, qui ne pourra pas se situer uniquement dans une position narcissique de bon objet, du côté du bon, du gentil, du bienveillant. Et là, ça me fait penser à certains collègues, certains amis même, qui sont très impliqués dans une pratique psychiatrique qui serait fondée sur l'evidence-based medicine, donc la médecine fondée sur les preuves, qui considère les patients avec bienveillance uniquement, et avec la mise en application des gold standards, donc de recommandations. Je crois qu'on peut pas faire l'économie de travailler avec notre humanité et de la mettre au travail si on veut pouvoir soigner nos patients. Ce qui me faisait revenir aussi à ce proverbe qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. On peut pas soigner que avec des bonnes intentions. On doit pouvoir les mettre en analyse, ces bonnes intentions. Car si on est le bienveillant, cela veut aussi dire qu'il y a des malveillants. Et si on prétend comprendre, cela veut dire que certains n'ont pas compris. Ce qui est certainement vrai, certains n'ont pas compris, mais il me semble qu'une qualité qui est nécessaire pour exercer mon métier, c'est celle de faire preuve d'humilité et d'avoir de la considération et du respect pour ceux qui ont travaillé avant moi, parce que j'ai aussi appris que c'était toujours plus facile d'être celui d'après et de critiquer ce qui a été fait précédemment en se disant qu'on aurait fait mieux. Tout ça donc nous amène à la question de la pratique à plusieurs, le vivre ensemble, les processus instituants dans les dispositifs institutionnels, qui d'après Pinel donc sont perçus comme menaçants. Donc c'est-à-dire qu'ils suscitent l'hostilité chez nos patients et leurs familles dans ce qu'ils incarnent d'une menace de démutisation de la pathologie des liens, en particulier donc l'incestualité familiale. Ce qui me faisait penser à une conférence de Bernard Lampert que j'ai écoutée récemment sur l'inceste,
et dans laquelle il témoigne de son expérience de clinicien et puis notamment en rapport avec cette question de violence intrafamiliale. Et il donnait l'exemple du refus de certains parents de laisser leurs enfants aller vivre des expériences hors du noyau familial. Et il désignait ça comme un signe qui devait nous alerter sur qu'est-ce qui se passe au sein de cette famille. Est-ce que finalement faire l'expérience pour l'enfant d'aller vivre dans un milieu avec d'autres codes et d'autres règles allait risquer de le faire dévier du chemin familial qui est celui de la mutisation du coup d'un pacte dénégatif, on dit, voilà, je crois. Vous me direz s'il y a des choses à préciser, chers amis groupalistes, puisque je me sers de vos concepts. Là, donc ça m'a amené vers cette question de la constellation transférentielle et de la logique kaléidoscopique. La constellation transférentielle, c'est un outil qui a été largement développé, notamment à la clinique de Laborde, qui est repris par Pierre Delion aussi dans pas mal de ses ouvrages. Donc là, j'en ai ramené un qui m'a un petit peu servi pour préparer aujourd'hui, qui s'appelle Hiérarchie et institution. Alors, je vous lis quand même, je résiste pas, je vous demande pardon d'avance parce qu'il est un petit peu long, mais j'ai une citation qui a été tellement importante pour moi et que j'ai lu avant de commencer à exercer comme psychiatre à Blois et qui aujourd'hui, 6 ans plus tard, raconte quelque chose qui est tellement important pour moi que je vous le lis. Donc, pour contextualiser, l'article s'appelle « La haine de l'internat » et comme je vous le disais, donc ça raconte les différentes formes de violence qui vont être agies par les patients et leurs familles par rapport aux dispositifs instituants qu'on pourrait proposer, mettre en œuvre à leur usage. Ça parle aussi de ce qui nous traverse tous. Donc là, il parle du métacadre, d'un rejet de ces formes instituantes et instituées, collectives, groupales. Voilà. Et donc, il décrit les situations limites auxquelles on peut être confronté quand tous les dispositifs sont mis à mal dans certaines situations qu'on connaît avec les adolescents et qui, moi, me parlent de très près puisque j'ai été amené à suivre plusieurs patients qui ont été dans ces situations-là. Et j'en ai actuellement des patients pour lesquels cette scène est en train de se rejouer encore une fois. Et voilà. Donc la citation est la suivante. De manière moins thérapeutique, un hébergement en studio individuel est proposé aux adolescents les plus explosifs. Et parfois, 4 ou 5 éducateurs, souvent non diplômés, se relaient auprès d'eux pour assurer une présence continue. Ces dispositifs sont mis en place auprès de ceux qu'on désigne comme des situations complexes ou de manière plus disqualifiante comme des patates chaudes. Ces dispositifs relèvent davantage d'une intention de contention que de contenance. Les équipes de professionnels se trouvant amenées à agir de manière répétitive l'exclusion de ces adolescents qui poussent à bout les praticiens en décelant de manière fulgurante les zones d'ombre de chaque professionnel comme des lignes de faille constitutives des liens d'équipe. Ils parviennent ainsi à démutiser les pactes dénégatifs comme les communautés de déni, mobilisant scindage, déliaison et chaos. Simultanément, en recourant à une forme de transfert par retournement, ils font éprouver et agir une impuissance radicale affectant puissamment le narcissisme des praticiens. Le télescopage des attaques narcissiques massives et de l'effondrement de la structure institutionnelle, largement infiltré par les mutations contemporaines du métacadre, se solde de manière répétitive par une exclusion de l'adolescent. Il s'agit de préserver l'ensemble en recourant à un agir institutionnel relevant de la logique « lui ou moi » situé dans le registre de la violence fondamentale. Et plus loin dans l'article, lorsqu'il parle des mutations contemporaines du métacadre, il parle du refus de l'hétéronomie, de l'altérité, du féminin et de la précédence. Et qui me paraissent vraiment des données très, très importantes aussi. Donc ce qui est décrit là dans ce paragraphe est une façon très précise de témoigner de ce que de nombreux adolescents,
pas si nombreux que ça, mais en tout cas de façon très récurrente. Moi, j'en connais qui ont été confrontés à ce genre de circonstances et pour lesquels on n'arrive pas collectivement à trouver les coordonnées de quelque chose qui va permettre de les accueillir sans être dans une réponse symétrique violente. Et ça peut être très violent, du coup, ce qui va être mis en face de leur propre violence qui est une forme qui est un symptôme, mais qui au bout d'un moment ne sera plus entendu, ne sera plus lu, ne sera plus analysé. Mais je vous le dis après ça. Pour moi, une question qui se pose pour cet adolescent-là, qui a connu plusieurs lieux de vie, des parents absents ou destructeurs, des éducateurs épuisés, des placements multiples, ça pourrait être où j'habite, qui prend soin de moi pour que je puisse tenir à la vie. Mais une autre façon de formuler ces questions existentielles, et je l'emprunte à un ami, c'est où sommes-t-on ? Où sommes-t-on ? Je la trouve très belle cette question. Où sommes quoi ? Où sommes-t-on ? C'est pas où suis-je, c'est où sommes-t-on ? Non, où sommes-nous quelque part ? Mais c'est un mélange absolument incorrect au point de vue de la grammaire, qui va mélanger le on et le je, et qui me semble et qui est une phrase qui a été prononcée par un jeune suivi par un ami. Donc dans ce genre de situation, le groupe est indispensable et donc on travaille avec le groupe primaire dont sont issus ces patients, les groupes secondaires qu'ils rencontrent, famille d'accueil, foyer, ITEP, ASE, et le groupe soignant dont nous faisons partie. Je voulais parler d'une patiente de 16 ans qui est une pépite de l'État, comme je l'appelle. En fait, elle est pupille d'État et tout le monde croit la connaître. Tellement elle est passée dans tous les dispositifs qui existent. Donc celle-ci, elle coche beaucoup de cases. On essaie d'accompagner quelque chose pour que ça se finisse pas en non-lieu, mais c'est très difficile. Et donc on se demande que soigner, comment faire, quelles sont les étapes préalables aux soins. Donc les étapes préalables, c'est de mettre en œuvre les conditions d'un soin possible. Donc articuler les différents groupes qui sont amenés à s'impliquer autour d'elle et permettre à ces groupes de travailler de façon à ce que chacun s'y sente auteur. Donc arriver à y faire exister quelque chose d'une autorité au sein de ces groupes qui nous permettent de prendre de la hauteur et de supporter, d'analyser dans l'après-coup les choses qui se passent et de soutenir le transfert qui nous met à rude épreuve. Pour ça, on organise des réunions interinstitutions très régulières, qui sont des outils très très importants, où les soignants, les éducateurs du foyer, de l'ITEP, les administratifs de la MDPH, chacun vient participer. Et c'est là où on revient à cette question de la réunion de constellation. Chacun vient participer en son nom, certes d'après son appartenance institutionnelle, mais principalement en tant que sujet doté d'un inconscient et qui participe à un processus associatif qui permet qu'on recherche ensemble une façon de parler qui pourra faire advenir du soin pour la patiente et sa famille. Ça ne nous laisse pas indemnes. Il y a des professionnels qui prennent des coups, qui se mettent en arrêt parce qu'ils ont cru mourir suite à avoir été agressés par un jeune. Donc c'est vraiment une clinique qui peut faire des dégâts et qui demande à ce qu'on prenne soin de toute cette violence qui peut aussi nous être adressée. Je voulais parler aussi, juste en passant, d'homologie fonctionnelle. Comment le groupe est-il traversé par la problématique issue du groupe primaire du patient. Peut-être que je vais conclure. J'avais encore prévu de vous présenter une situation clinique d'une patiente qui pose cette question aussi de la fraternité, de la gémellité et du double, et de comment tout ça va se décliner dans le transfert et des différentes places auxquelles je peux identifier qu'elle va m'assigner au fur et à mesure. Et comment on fait en sorte de garder quelque chose de dynamique et d'ouvert. Donc cette question du double, quand même, notamment tel qu'il est décrit par Dostoïevski dans le livre, le roman, voilà, comme un écho délirant et menaçant de soi-même. Où là, il me semblait que l'altérité, l'autre, en tant que tiers, nous permet
de garder ouvert une possibilité thérapeutique. Peut-être pour conclure tout ça, il y a cette question du métacadre à laquelle je voulais revenir. C'est-à-dire comment aujourd'hui le paysage qui soutient la subjectivité et qui contient les angoisses archaïques de chacun, soignant, soigné, et qui soutient donc une certaine illusion de continuité et d'identité. Il est traversé par un certain nombre d'idées qui sont les suivantes. Alors j'avais recensé le tourment sécuritaire de la psychiatrie, comme il est décrit par notamment Mathieu Bellassène dans son livre La révolte de la psychiatrie, par Emmanuel Venet aussi dans ce petit livre pour une psychiatrie artisanale, avec une version de la psychiatrie qui se réfère plus volontiers aux schizophrènes dangereux, et notamment en lien avec le discours de Sarkozy en 2008 à Antony. Un métacadre aussi qui voit l'hôpital devenir une entreprise comme une autre, et où quand même la question de la santé publique et d'un portage politique des questions de santé, elle est très fragilisée. Par exemple, la loi HPST de 2019 là, qui affirme encore plus une gestion administrative de l'hôpital avec des contraintes financières qui deviennent vraiment extrêmement déterminantes. Et là, il y a vraiment une littérature très intéressante à ce sujet, notamment il y a Luc Bert, je crois que son prénom c'est Sandra Luc Bert, qui a écrit Le ministère des comptes publics, qui est un joli livre. Il y a aussi La casse du siècle à propos des réformes de l'hôpital public, et puis un livre de Johan Chapoutot qui s'appelle Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui. On a beaucoup travaillé. Ouais, qui est un super bouquin aussi sur cette question du management, et d'ailleurs d'une forme de difficulté assez redoutable à laquelle on est confronté aujourd'hui, je trouve, puisque ce management-là, par objectif, nous laisse libre de choisir les méthodes qu'on voudra tant qu'on atteint les objectifs. Voilà, dans ce métacadre, il y avait au moins et oui, quand même, une certaine forme de refus de la complexité qui peut s'affirmer, notamment dans les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé, qui fait de la psychanalyse et de la psychothérapie institutionnelle des méthodes non consensuelles, ce qui équivaut quand même à dire non recommandé, nul et non avenu et à jeter. Qui est assez dévastateur dans ce qui concerne la pensée au quotidien et puis la formation de ceux qui entrent dans le métier. Donc face à tout ça, la question qui se pose, c'est comment faire pour ne pas sombrer dans une posture contestataire et qui nous amènerait à être déliés de la clinique qui m'importe. Donc comment soutenir un dialogue encore comment ne pas se complaire, ne pas céder à une contestation un peu bruyante, mais qui nous ouvrira pas à grand chose. Comment transformer ce qui nous fait violence, y répondre autrement qu'en une violence symétrique. Là, je conclurai avec le personnage de Melville, Bartleby, qui se fait lui-même embarras en disant je préférerais ne pas, quitte à mourir en prison, puisque c'est le destin qui est réservé au personnage. Néanmoins, il préfère ne pas, il s'abstient, et ça me semble une nouvelle géniale. Être une piste en effet qui nous aidera pour continuer à exercer et être à l'écoute de ce qui n'est pas dit et entendre le réel et le rendre un peu plus auditeur. Merci. Merci beaucoup à tous les deux.